tu investis avec eux, est-ce que justement ceux qui te disent non, la valo elle est trop basse, est-ce que tu essayes de rediscuter pour te dire ouais, peut-être que tu as Jamais. raison? Alors moi jamais. Moi j'estime que quand tu fais un accord avec quelqu'un, tu respectes ton accord. Voilà. Moi si ça va, quand la valo est baisse, on ne dit pas tiens tu vas payer moins cher. Hein. Donc quand la valo est monte, elle monte, tant mieux. Mais elle pourra rebaisser 6 mois plus tard. Peu importe. Je veux dire la relation, c'est que c'est eux qui ont défini le montant, c'est eux qui ont défini ce qu'ils attendaient de toi. Donc le minimum, c'est que on rentre dans cet accord-là. Alors j'ai un très bon exemple là-dessus. J'ai une boîte, donc Charles.co, je vais les nommer parce que c'est assez marrant comme histoire. Donc c'était ma première saison, donc c'était la saison 2. Donc moi j'ai fait la 2, la 3 et la 4. Hein, on parle un peu comme les mecs de The Voice ou de la Starac, hein, quand ils se croisent, ils étaient quelle saison toi? Donc moi j'ai fait la 2, la 3 et la 4. Donc j'ai un cas, Charles.co, ils cherchent 200 000 euros sur une valo à 4 millions. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une plateforme donc, où ils mettent en relation donc, des gens qui ont des problèmes de zigounette avec des sexologues en disant quand tu as un problème donc, d'ordre sexuel, le pan érectile, etc., tu peines à aller voir un sexologue parce que tu as peur qu'on te voit dans le couloir ou qu'on te voit à l'accueil, etc. Et donc, le fait de faire ça par visio, bah, ça va complètement donc, démocratiser l'accès aux sexologues. Donc, ils ont 30 sexologues, ils font 1 million de chiffre d'affaires, ils sont à l'équilibre. Ils veulent une valo à 4 millions. Bon, c'était un peu élevé parce qu'ils ne gagnent pas de rond. Mais enfin, tu te dis, attends, eux, c'est un truc, si tu veux. Donc, moi, c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, mais attends, une fois que tu as fait les problèmes de zigounettes, tu peux faire les problèmes d'embonpoint, les problèmes de cheveux, les problèmes d'apnée du sommeil. Enfin, tu peux en allonger énormément. Ensuite, tu te dis, mais attends, tu fais ça en français, mais finalement, donc, tu peux. C'est quoi la barrière pour le faire en anglais? Quasiment pas. Donc, c'est assez simple à faire. Et puis ensuite, tu te dis, tu as combien de sexologues dans ton truc? 30. Il y en a combien en France? 30 000. Bon, ben voilà, si tu en prends 3 000, tu vois tout de suite, effectivement, donc, les effets démultipliants. Et puis après, il y a une question qu'il faut toujours se poser, c'est si ça marche, à qui on va vendre ça? Parce que globalement, toi, quand tu rentres comme investisseur, tu dois avoir un horizon de sortie. Tu ne veux pas de l'argent pour accompagner le gars pendant 30 ans. Hein, c'est pas mon frangin. Donc, moi, j'investis pour qu'à un moment donné, il y ait une sortie. Alors, les sorties, on sait qu'elles sont plutôt à 4-5 ans, dans le meilleur des cas, voire à 7-8 ans, voire évidemment jamais. Donc, le gros des troupes, d'ailleurs, c'est jamais. Mais les sorties, quand tu commences à en faire, donc c'est plutôt à 4-5 ans. Et donc, dans ce cas, tu te dis déjà, mais qui pourrait acheter ça? Parce que tu as des boîtes à la limite qui marchent, mais il n'y a pas d'acheteur. Bon. Donc, tu ne pourras jamais sortir ton fric. Surtout que toi, tu es minoritaire. Tu as un ticket, tu as 10%, tu as 15%. Donc, pour pouvoir sortir, il faut qu'il y ait des mouvements et des acheteurs. Et donc là, évidemment, c'était assez facile de voir qui pouvait racheter. Tout le monde a en tête Doctolib tout de suite. Donc, ça compléterait bien le modèle économique de Doctolib. Et puis, il y a des acteurs étrangers, américains et anglais, qui sont déjà plus avancés. Il y a un acteur au UK qui fait plus de 100 millions sur ce même créneau. Voilà. Et donc, moi, j'avais vu un papier là-dessus une fois. Et donc, je m'étais dit, bah voilà, il y a une sortie. Donc, les mecs sont bons. On est déjà à l'équilibre, donc il n'y a pas de risque où on périclite. On voit qu'il y a plein de croissance possible qui n'est pas très cher. Voilà. Et donc, c'était 200 000. Donc, et on avait donc 5% de la boîte pour 200 000 balles. Et donc, je dis on parce qu'on s'est mis à deux avec Bourbon à ce moment-là. C'était l'époque où on était encore potes. On s'est mis donc à deux. On a mis 100 000 chacun pour avoir 5% de la boîte. Et on a d'ailleurs négocié à 6 en disant ça fera 3 chacun. Donc, voilà. Et parce qu'on peut négocier le pourcentage, mais pas le montant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit si la boîte donne 200 000, il faut qu'elle ait 200 000. Par contre, tu peux avoir 10% ou 5%, ça revient au même pour développer la boîte. C'est différent pour les actionnaires, mais pour la boîte, ça n'a pas d'impact. Voilà. Donc, le cas se passe, on tape dans la main avec les deux gars. Et un mois plus tard, pas de nouvelles des types. Alors ceux qui sont à la gorge, en général, le lendemain, tu as les nouvelles. Hein. Quand est-ce qu'on fait les New Deal? Vous pouvez verser l'argent à quel moment? Et eux, pas de nouvelles. Un mois encore après, pas de nouvelles. Donc je dis, bon, tu as les nouvelles? Il me dit non. Je dis, bon, écoute, je les appelle. J'appelle le gars. Donc je lui dis, mais alors, on en est où? Il dit, ah, il faut que je te voie, etc. Bon. Donc je vois le gars, il me dit, écoute, depuis l'émission, donc voilà, la valo est montée, on a une proposition, donc à 6 millions. J'ai dit, écoute, 6 millions, 4 millions, franchement, donc c'est l'épaisseur du trait, on s'en fout complètement. Donc tu fais le deal avec nous, d'autant que ta boîte, on va la monter à 100 plaques, donc tu n'es quand même pas assez bête pour faire un deal avec des mecs. Alors c'est des mecs qui rachetaient, qui lui mettaient un hors-note. Je lui dis, tu vas pas vendre à 6 millions une boîte qui va très vite valoir 100. Donc tu serais vraiment un abruti. Donc il me dit, ouais, t'as pas tort, etc. Bon, un mois, pas de nouvelles, j'appelle le mec, il me dit, écoute, ils ont monté la valo à 8. Je lui dis, mais t'es vraiment un abruti, la boîte vaudra 100 millions, 8 millions, etc. Ah ouais, t'as pas tort. Un mois après, je l'appelle, il me dit, ils sont à 10. Mais j'étais un abruti, il me dit ouais, t'as raison, etc. Bon, bref, je la fais courte. À la fin, on a fini à 16 millions. Et là, je lui dis, t'es un abruti. Il m'a dit peut-être, mais je vais prendre les 16 millions. Bon. Et donc, voilà, ça aurait été un bon coup parce que ça aurait été un des meilleurs coups de toute l'histoire de cette émission, c'est-à-dire un coup où tu rentres très vite.
Voilà. Et tu ressors quasiment aussi vite avec une très belle valorisation, alors que pour l'instant, les cas de l'émission, c'est plutôt des boîtes qui ont disparu. Pour l'instant, c'est un peu le gros des cas, ou des boîtes qui sont encore en phase de développement, mais il n'y en a aucune aujourd'hui où il y a eu une sortie glorieuse. Et pour l'anecdote, la plus belle boîte qui est passée dans cette émission, à date, hein, c'est une boîte donc, qui s'appelle Cabaya, donc qui fait des petits sacs à dos que vous connaissez, puisqu'ils en vendent 1 sur 4 en France, donc quasiment tout le monde a vu un sac Cabaya dans sa vie. Eux, ils sont passés à une époque où, donc en saison 1, moi j'y étais pas, donc encore une fois, et ils avaient fait un bonnet où tu pouvais clipper donc, le pompon, et tu avais 3 pompons différents, qui étaient donc un truc gadget assez marrant. Et ils avaient mal expliqué, parce qu'après, moi, j'ai discuté avec lui, mais ils avaient mal expliqué à l'époque que finalement, leur marché, c'était pas le bonnet et le truc, ils avaient identifié donc un besoin qui était donc le besoin de faire des cadeaux quand on va à une soirée, un anniversaire, on connaît pas très bien le mec, on fait pas un cadeau à 400 balles, quoi, c'est pas ton meilleur pote. Donc, tu dis, comment je fais un petit cadeau à 40 balles? La plupart des gens, ils arrivent à faire une Smartbox qui est jamais utilisée. Bon, et ben là, en l'occurrence, le bonnet, c'était un truc très marrant, 39,90 €, et tu avais les 3 clips, et ça fonctionnait bien sur le marché du cadeau. Ensuite, ils ont essayé de faire, donc ils ont fait des tongs où tu pouvais changer donc le triangle devant et tu avais une pochette pour mettre la carte de crédit. Bon, c'était assez malin, mais ça n'a pas marché. Bon, l'histoire des tongs. Et donc, ils en étaient là. Et les gens ont dit, les investisseurs ont dit, bah non, je vois pas d'avenir à votre truc, etc. Et ils ont dit, ouais, mais parce que là, maintenant, on va faire des sacs à dos parce qu'on a interrogé notre communauté de gens qui avaient acheté des bonnets et finalement, on voit qu'il y a un marché sur un sac à dos différent, etc. Bon, ils ont expliqué leur truc, personne n'a investi. 3 ans plus tard, c'est-à-dire donc l'an dernier, ils ont fait donc une opération financière où ils ont fait du cash-out donc pour les fondateurs et les investisseurs qui étaient rentrés, et ils ont fait ça sur une valo à 120 millions d'euros, alors qu'ils étaient rentrés, ils étaient sur une valo à 4 millions pendant l'émission. Et donc ce cas, donc personne n'a investi, ça a été le meilleur cas de toutes les saisons à date, et en plus pour couronner le tout, ça n'a jamais été diffusé parce que la production chaque année, il y a 2-3 cas pas diffusés parce qu'ils disent ça a manqué d'énergie, ce cas-là, personne ne comprend rien, allez hop, on ne le diffuse pas. Voilà, donc finalement, le meilleur cas de tous les temps, pour l'instant, il n'a même pas été diffusé et personne n'a investi, ce qui montre qu'il faut rester toujours humble par rapport à l'investissement, puisque personne n'y allait. Du coup, j'ai pas mal de questions. Tu sais que d'ailleurs, pourquoi est-ce que les valos elles sont comme ça? C'est qu'on nous oblige à faire des valos basses pour avoir du cash. 200 000, 10%, ça claque. 200 000 pour 2,4%, il n'y a personne qui veut y aller. Et donc, ils nous obligent. Et c'est un vrai problème. Moi, j'ai une start-up qu'on accompagne qui fait beaucoup de chiffres, qui y va pour le côté notoriété et qui a eu un problème sur cette valo-là et qui a dit clairement à ses investisseurs, on va voir qui veut investir. Soit il nous apporte vraiment quelque chose et finalement, cette valo-là, elle n'a pas d'importance parce que le mec, il va nous mettre en relation avec X, Y, il va développer tel et tel marché, ça va fonctionner, soit on va la refuser. Mais ça, c'était juste le petit point. Ouais. Mais ça, il y a des moyens de contourner ça. L'an dernier, il y a eu, à mon avis, le meilleur cas donc, avec Cabaya, donc, et même mieux que Cabaya, je pense, parce que c'est un cas que j'ai fait, du coup, je pense que c'est la plus belle boîte de tous les temps. Mais c'est une boîte donc, qui faisait, donc, c'est Palomano, qui fait des petits centres urbains. D'ailleurs, je crois qu'on a un futur franchisé à Pau. Donc, Palomano, donc, ils font un centre urbain pour enfants, donc récréatif. Donc, le principe, c'est que tu vas avec tes enfants, ils découvrent plein de métiers, tu passes 2 heures avec eux. Donc, donc, ils ont un premier centre à Clichy, ils font 1,2 million de chiffre d'affaires, 200 000 de résultats. Les 3 fondateurs donc, sont payés sur le premier centre et bossent sur la construction du deuxième. Donc, ils ne sont plus présents du tout dans le premier. Donc, déjà, tu es très rentable et en plus, tu payes les 3 donc, sur un centre alors que tu vas en avoir un deuxième. Ceci dit, 200 000 de résultats, si tu dis une valo, même une belle valo, c'est 10 fois donc, les résultats, tu es à 2 millions de valo, ils étaient à 7. Donc tout le monde passe son tour en disant la valo est trop élevée, etc. C'est intéressant, la valo est trop élevée. Bon, moi je me dis si on fait un deuxième centre et qu'on gagne 300 000 au deuxième, puisque on payait sur le premier, donc là on va amortir les salaires des 3 sur 2 centres, on fera au moins effectivement donc 500 000 donc, de résultats. Donc grosso modo sa valo à 4, elle est à 7, pardon, elle est élevée, mais il faudrait trouver une valo à 4,5. Donc j'ai proposé, au nom de ce que tu viens de dire, donc j'ai parlé en dernier pour pas effectivement donc être en compétition avec les autres, puisque je les ai laissés donc dire non tous. Et moi donc j'ai proposé donc d'accompagner la boîte, d'avoir 2% de BSPCE, voilà, en plus pourquoi? Parce que leur valo à 7, elle était crantée par des gens qui mettaient de l'argent sur une valo à 7. Donc dans ces cas-là, tu ne peux pas dire, moi je rentre à 5 quand tous les autres ils mettent 7. Et s'il y a des fonds qui mettent sur 7, eh ben, gardons 7. Par contre, la différence entre toi et les fonds, c'est que nous, on peut s'investir dans la boîte, aider la boîte donc, à se développer, faire du mentorat.
mais ça a une valeur. Donc j'ai valorisé mon apport et j'ai dit ça vaut 2%. Voilà. Donc réfléchissez, moi je viens, je mets les 300 000 balles que vous demandez, mais je veux 2% de BSPCE en plus. Et donc ils m'ont accordé ces 2% et ils ont bien fait, bien leur en a pris, puisque quand on a réfléchi donc peu de temps après à ce qu'on attendait de l'émission, moi j'aurais dit mais qu'est-ce que vous attendez du passage dans l'émission ? Parce que pour le coup, revenons à mon exemple de début du chiffre d'affaires important qu'on peut faire avec des bonbons, avec des microbiotiques, les filles de Dijon, etc. Nous, notre petit centre urbain à Clichy, le gars qui est à Pau et qui voit ça, il dit ah bah c'est sympa, et voilà, terminé. Et donc il peut pas, il dit pas je prends mes gosses le week-end prochain et je vais aller à Paris donc pour aller au centre Palomano de Clichy. Bon. Donc on s'en fout complètement en fait du passage dans l'émission. On n'a rien à attendre de ce passage, sauf si on développe la franchise. Et donc, en 2 mois, on a mis en place un modèle de franchise donc, pour Palomano. Ça a été vraiment à marche accélérée, parce que c'est compliqué de mettre une franchise en place, mais on l'a mis en place en 2 mois. Et le soir de l'émission, on avait un overlay, devenez franchisé Palomano. Voilà. Et du coup, évidemment, toute l'empathie que les gens ont eue pour le modèle donc, présenté, ils ont pu se dire, moi, ça m'intéresse de développer un Palomano dans ma région. Et donc, tenez-vous bien, on a eu 500 demandes de franchise. Donc le modèle de notre franchise, c'est 10 000 balles pour bloquer un endroit, 10 000 euros, 150 000 d'apport, donc minimum, pour avoir l'effet de levier suffisant pour pouvoir développer donc, ton centre. Eh bien, on a eu 500 demandes. Mon gars de Palomano, là, Benjamin, qui est très fort, donc il a passé ses jours et nuits à checker et il a sorti les 100 mecs qui étaient éligibles. Et à date, donc l'émission est passée la dernière donc, au mois de mars, fin février, début mars. Donc là, on est en octobre. Donc 6 mois plus tard, on a signé donc 25 franchises, dont 10 qui vont ouvrir très prochainement. On était au Howard de la franchise. Les gars ont dit qu'ils n'avaient jamais vu donc, un développement aussi rapide. Et on l'a fait avec 0 budget de communication, puisque c'est l'attraction de l'émission qui nous a permis effectivement de faire tout ça. Donc je pense que là, on gagne par franchisé 200 000 balles par franchisé, donc par an, le modèle complet, les décors, les machins. Bon voilà, donc je vous la fais courte. Donc le jour où on pense qu'on va en faire 100, des franchisés, donc vous voyez à peu près donc, le potentiel de cette boîte, 100 en France, mais après donc, on a évidemment donc, l'Europe, le monde entier donc, qui nous ouvre ses bras. Donc c'est une boîte qui va connaître une croissance extrêmement rapide. Voilà, et j'ai bien m'en appris que à la fois de mettre les 2%, de négocier ces 2%, et eux bien leur en appris d'accepter de me les filer, puisque sinon, là, ils seraient avec 2 centres et ils réfléchiraient à comment faire le 3e. Ok. Là, on parle de toutes les boîtes qui ont été dans Qui veut être mon associé, que j'estime être des très belles boîtes, mais on a quand même beaucoup de boîtes storytelling qui sont là plus pour plaire à la télé que des startups qui y sont. Il y a les deux. Maintenant, je voudrais savoir, toi, tu as investi dans quelle typologie de boîte ? Ici, on a plein de startups qui se disent j'ai peut-être le futur BA qui va me propulser sur un autre niveau. Pas sûr, hein. Mais quelle maturité? On entend parler de millions de chiffres d'affaires. Je ne suis pas sûr que toutes les boîtes expandantes font 1 million. Deep tech, non deep tech, solo founders, pas solo founders. C'est quoi ta typologie de boîte que tu aimes bien? Est-ce que tu as... dis-moi. Non, mais moi, bon, si on parle de thèse d'investissement, donc, pour employer donc, un terme chic, donc... moi, évidemment, ma thèse, c'est plutôt d'investir dans des boîtes où je comprends le business model. Du reste, pendant des années, je n'ai pas investi. Donc, à l'époque, pendant les 20 ans d'Easy Voyage, enfin pendant 15 ans, avant de vendre à Webedia et de rester donc, avec eux, parce que j'avais des fonds d'investissement et qu'à chaque fois, j'avais une clause qui disait que je ne pouvais pas investir dans des boîtes donc, liées au tourisme. Or, comme c'est là que j'ai le sentiment de m'y connaître le plus, c'était un peu con d'aller dans des boîtes donc, où j'y connais rien, des secteurs où j'y connais rien, alors que dans le tourisme, donc, je m'y connaissais. Donc, par exemple, j'ai loupé Blablacar. J'étais très pote avec Mazella, donc à l'époque où il retourne vivre chez ses parents parce que covoiturage.fr, donc ça marche pas, donc et que le mec s'accroche et que il dit non mais je vais y arriver. Donc bon bah là à l'époque pour 50 000 tu pouvais avoir 5% de Blablacar, donc voilà bon. Évidemment aujourd'hui j'aurais été écrasé par tous les tours de table, il m'en resterait pas beaucoup, mais enfin 0,5 d'une boîte qui vaut plus d'1 milliard, c'est toujours un peu d'argent, donc j'aurais voilà, mais c'était dans le domaine voyage, transport, etc. Et donc, je n'avais pas le droit d'investir. Donc, ma thèse, maintenant, c'est évidemment d'investir là où je m'y connais le plus, donc dans le voyage. Ensuite, c'est d'aller dans des boîtes qui ont un impact écologique donc, ou un impact sociétal, c'est-à-dire qui vont permettre d'accélérer la transition écologique donc, pour les acteurs du tourisme. Donc, voilà, donc, j'ai investi dans des boîtes qui font de la purification d'eau, je vous disais tout à l'heure, donc, dans du rétrofit, dans
des boîtes qui permettent, donc encore une fois, d'accélérer. Par exemple, l'année dernière, dans ILA, qui fait des capteurs d'eau et qui veut recycler l'eau des douches. Voilà, que des choses qui vont permettre de pouvoir apporter des solutions concrètes aux différents acteurs et notamment aux acteurs de l'hospitality. Donc c'est un des grands enjeux parce qu'on dit il faut décarboner, mais encore faut-il avoir les solutions. Et de ce point de vue, les startups ont souvent des propositions qui sont intéressantes. Voilà. J'investis dans des boîtes où je me dis que je peux avoir un apport personnel, pour reprendre l'exemple de Palomano, parce qu'au-delà de l'argent, parce que moi je ne suis pas investisseur, je ne suis pas financier, moi je suis un entrepreneur qui investit. Ce qui n'est pas la même chose qu'un investisseur, comme même essaierait-il d'entreprendre. Tu vois, puisque en général, ils ne l'ont jamais fait, et quand ils le font, c'est souvent un désastre. Mais le fait est que moi, ma valeur ajoutée, c'est ou d'avoir des idées, ou d'avoir des synergies, voilà, ou d'avoir un carnet d'adresse qui permet d'appeler le bon mec le bonjour à la bonne heure. Par exemple, j'ai eu un cas où j'ai investi avec Simoncini sur une boîte, et la boîte ne voulait plus de Simoncini parce qu'il ne répond jamais aux gens, etc. Et il me dit, voilà, toi, on est d'accord que tu rentres, mais on ne veut plus de Simoncini. Moi, j'ai dit au gars, mais t'es un abruti, parce que concrètement, peut-être que Simoncini, il va pas te souhaiter les vœux à la bonne année, peut-être qu'il aura oublié ta date d'anniversaire, mais peut-être qu'un jour, on aura besoin d'un coup de fil à un mec qui va tout changer, que lui, il sera le mec capable de donner le contact ou de générer le contact. Et donc, dans ton aéropage d'investisseurs, c'est bien d'avoir des profils différents et d'avoir aussi des gens qui, à un moment donné, sur du lobbying, sur de la mise en relation, peuvent complètement changer les choses. Après, tout dépend de combien ça te dilue, mais je pense qu'il y a pire que d'avoir un associé finalement qui ne servait à rien, il y a de ne pas avoir d'associé. Voilà. Au début, les gens se posent toujours des grandes questions de savoir est-ce que je prends les associés, est-ce que je n'en prends pas, etc. Moi, je pense qu'évidemment, la question à solo entrepreneur, moi, je pense que c'est très mauvais. Parce qu'un solo entrepreneur, c'est la démonstration que tu as réussi à convaincre personne de le faire avec toi. Voilà. Donc, c'est absolument illogique. Voilà. Non, monsieur, les yeux au ciel, mais moi, je pense que c'est une connerie intégrale. Voilà. Parce que la réalité, c'est que c'est tellement dur, entrepreneur. Parce que là, on parle de l'émission qui nous associe, etc. C'est un moment joyeux, on se marre, etc. Donc, dans l'émission. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, 70% des boîtes qui sont passées dans cette émission ont déjà déposé le bilan. Et c'est pas 60, c'est 50%. Bon. Et donc, quand la différence entre entreprendre et avoir des idées, moi, il y a des gens qui me disent « Ah, je voudrais vous parler, j'ai une idée. » Je dis « Moi, j'en ai plein des idées, donc j'ai pas besoin de celles des autres. » Je veux dire, les idées, ça sert à rien. Tu vois, c'est ce qui compte, c'est les gens qui passent de l'idée déjà à la conceptualisation, et la conceptualisation à la réalisation. C'est ceux-là qui sont intéressants. Mais dans ceux qui passent à la réalisation, 100% des gens qui échouent sont des gens qui ont essayé. Voilà. Les autres, ils étaient là pour en parler. Voilà. Donc moi, déjà, j'ai un profond respect pour tous ceux qui ont essayé. Dire j'ai des idées dans les dîners en ville, au déjeuner de famille, génial, formidable. Voilà. Mais encore une fois, la difficulté n'est pas l'idée. Elle est la mise en œuvre de l'idée. Donc d'ailleurs, dans les réussites, 70% de la réussite, c'est de délivrer. Voilà. C'est la différence entre l'échec, la réussite et l'échec, elle est souvent dans le délivrer. Justement, dans les gens qui ont cette capacité à mettre en œuvre et à avoir la rigueur qu'il faut pour répéter l'effort inlassablement, pour améliorer le sujet, pour prendre en compte les réactions des clients et ne pas effectivement mourir avec leur idée comme si effectivement on était des artistes. L'entrepreneur, c'est surtout pas un artiste. L'artiste, il peut faire ce qu'il veut. L'artiste, il peut pisser sur une toile blanche et dire « ceci est une œuvre ». L'entrepreneur, lui, et dire « l'éternité me rendra justice ». Voilà, je suis entouré que de médiocres, mais un jour, l'histoire me rendra justice. Mais nous, c'est tous les jours qu'on rend des comptes à des clients. Nous, le juge de paix, c'est pas l'histoire, c'est tous les matins. C'est-à-dire qu'on doit effectivement faire en sorte que notre produit s'adapte et rende des services et soit considéré par les gens à qui on veut le vendre comme étant nécessaire, ou tout du moins utile. Voilà. Et donc, je pense que pour supporter tout ça, pour supporter la charge mentale, il faut à minima être deux. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut s'associer. Voilà. Ça, c'est parce que c'était la question. Donc, oui, ça c'est l'acte 1. Et ensuite, il faut ouvrir le capital. Voilà, moi je pense que de mourir avec sa valo, son capital, ses calculs de sortie, c'est débile parce qu'effectivement, encore une fois, 100% de zéro, sans reprendre des lapalissades ou des truismes, c'est zéro. Et donc la réalité, c'est que c'est 30% d'un truc. Reprenons Blablacar, quoi. Bazella, il a peut-être 3 ou 4%, mais ça vaut 1,5 milliard ou 2 milliards. Voilà, donc la réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est comme un enfant. En fait, tes enfants, tu pourrais vouloir qu'ils soient comme ci ou comme ça. À la fin, ils seront ce qu'ils auront voulu être et tu trouveras ça très bien. Et bien, la boîte, c'est la même chose. Une boîte, en fait, elle a sa propre existence. En fait, tu es bon
le jour où tu comprends la musicalité de ton entreprise. Au début, en fait, c'est toi qui portes la boîte. Mais après, c'est la boîte qui doit te porter. Et toi, en fait, tu dois être comme les Indiens. Tu dois coller ton oreille et écouter tous les signaux qui te sont envoyés. En fait, une entreprise, c'est comme les gens qui ont l'oreille absolue en musique, quoi. Tu vois les notes, voilà, tu déchiffres. Et donc, tu peux reproduire, tu peux t'adapter, tu peux améliorer. Mais à un moment donné, la boîte a sa propre vie. Et tu deviens bon le jour où tu comprends ça. Quand tu as réussi à faire sa propre vie et qu'elle ne dépend plus de toi, parce que ça, c'est la maturité, c'est comme les enfants, voilà, c'est que la boîte est à maturité. Voilà. Et deux, tu dois en accepter les conséquences. Et des fois, les conséquences, c'est même que tu dois laisser la place à quelqu'un d'autre. Il y a l'archevêque qui est considéré maintenant comme une icône du business français grâce à Ledger. Il est parti de Ledger et ils ont mis le DG à sa place. Voilà, parce que l'époque d'après nécessitait quelqu'un sans doute de différent. Voilà. Et donc, je pense que l'idée de se dire mon idée, ma boîte, c'est à moi, etc., ça, c'est la pire connerie qui puisse exister. Et en général, si tu veux, sois fier le jour où il y a des gens qui s'intéressent à ta boîte. C'est-à-dire que là, franchement, si tu veux. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut la valoriser n'importe comment. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Mais je pense que, voilà, je vais vous dire, même aller plus loin. Le business, c'est quoi, au fond, si on réfléchit bien? Le business, c'est créer des énergies positives autour de ta personne et de tes projets. Chaque fois qu'il y a des supporters, chaque fois qu'il y a des gens qui ont envie que tu réussisses, eh bien, si tu veux, c'est un accélérateur formidable. Au fond, c'est pas de réussir qui doit être ton moteur, c'est de donner envie aux autres que tu réussisses. Voilà. C'est quoi un club de foot? C'est les supporters. Et quand tu as été voir un jour un match, il y a les matchs avec supporters et les matchs sans supporters. Tu as des gens qui sont transcendés par les supporters. Eh bien, tu dois être transcendé par les gens qui te supportent et qui veulent que tu réussisses. Plus il y a de gens qui veulent que tu réussisses, plus tu as de chances effectivement d'y arriver. Et évidemment, en premier lieu, ceux qui vont mettre de l'argent chez toi sont ceux qui auront le plus envie que tu réussisses. Ça veut dire que tu attends des boîtes qui sont quand même avec une certaine maturité. Donc j'entends, il faut déjà du chiffre d'affaires. Enfin, déjà qu'il y ait un retour client. Ouais. Et j'ai l'impression que quand tu parles, que tu écoutes plus le dirigeant dans sa capacité à switcher, pivoter, que aller me dire c'est quoi ton coût d'acquisition client, c'est quoi ta marge, et comment est-ce que sur tu les fais missions, tes new deals? sur les missions, j'ai eu. Alors les new deals, je l'ai fait par rapport, encore une fois, les new deals c'est assez simple. Les new deals, je l'ai fait sur la base de ce que le gars m'a dit et de l'entretien qu'on a eu pendant 1h30 et d'aller valider tout ce qui a été dit. Est-ce que la marque réellement est déposée ou pas? Est-ce que, voilà, par exemple, dans les cas concrets où je vous ai expliqué qu'après les new deals, ça peut prendre plein de formes différentes, il y a un gars je lui dis, envoie-nous la compta. Il me dit, j'ai pas de compta. Alors, je lui dis, mais attends, ta boîte, elle existe depuis combien de temps? Il dit 2 ans. Et j'ai dit, mais t'as jamais fait de comptabilité? Il dit, non, j'ai tout dans une caisse, dans une boîte en carton. Et il dit, j'ai jamais fait de comptabilité. Bon, voilà, donc des fois, tu pars de très très loin. Bon, mais moi, donc, je vérifie un tas de choses, et notamment donc, les hypothèses, évidemment, donc, du BP. Ceci dit, là où tu as raison, c'est que l'agilité donc, que pourra mettre effectivement l'entrepreneur, le fondateur ou les fondateurs donc, pour trouver le bon modèle au final, moi, je pense que c'est fondamental parce que je pense que 70% des boîtes donc, trouvent leur modèle chemin faisant. Voilà, et que tu démarres sur une idée, tu te lances, et puis progressivement, tu t'adaptes. D'où, je reviens toujours au même truc, vous voyez que tout se tient dans ce que je raconte, d'où le fait qu'il faut écouter les clients et qu'il faut écouter le marché. Une bonne idée dont personne ne veut, c'est une mauvaise idée. Voilà. Même si 10 ans plus tard, quelqu'un a réussi avec ça, il y a des gens qui me disent... Ah mais moi, je m'étais dit, les voitures électriques, je ferais bien des batteries, etc. Mais avec quel argent, camarade? Si tu n'as pas le début de réalité, tu vois, tout le monde n'est pas Elon Musk. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as les moyens de ton ambition, une belle ambition sans les moyens de l'ambition, ça devient une mauvaise ambition. Donc, il faut aussi adapter son ambition et son niveau de jeu à la réalité du marché qui va être le tien. À la fois donc, des difficultés pour développer donc, ton produit. Donc, tu parlais des deep tech tout à l'heure. Il y a des gens qui sont peut-être très forts, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir tenir 5 ans, 6 ans, 7 ans donc, avant de délivrer quelque chose qui fera du chiffre d'affaires. Donc, dans ces cas-là, où tu trouves les financements, où tu deviens chercheur pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, mais je ne vois pas comment tu peux le porter toi-même. Et donc, dans cette idée-là, des fois, il faut savoir sacrifier les pièces, c'est comme les échecs. Voilà, il faut faire des sacrifices parfois pour pouvoir effectivement donc, donner vie donc, à des choses qui n'étaient pas exactement ce que tu avais pensé au début, mais qui, elles, ont l'air de vouloir marcher. Quand tous tes clients te demandent un truc
et que toi, tu t'évertues à faire le contraire parce que tu as décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire, si tu veux, c'est qu'a priori, il y a un problème. Hein. Donc voilà. Donc moi, je pense que si les gens ils veulent des crêpes et que tu as un resto, fais des crêpes. Hein. Donc, et tu veux t'emmerdes pas à expliquer le panini, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut aller vers évidemment donc, la satisfaction des besoins. Maintenant, s'il y a 15 crêperies déjà, il va falloir trouver comment tu vas être original dans cet environnement-là, comment tu vas trouver des éléments de différenciation, évidemment, donc, pour faire ton trou. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, c'est le marché à la fin qui gagne toujours. Donc, il faut écouter le marché. Et le marché, évidemment, il faut l'anticiper. Mais il ne faut pas trop l'anticiper non plus, parce que sinon, tu n'auras pas les moyens de tenir. Tu vois, tout à l'heure, je parlais avec une start-upeuse, je lui dis, voilà, combien de temps tu as devant toi? Parce qu'elle me posait une question, et pour répondre à cette question, c'était la réponse qu'il me fallait absolument, c'était moi. Combien de temps tu as devant toi? Pour moi, le business, c'est deux choses. Au-delà des énergies, etc. Dans un rapport au temps. C'est le temps que tu as. Et le temps que tu as, c'est souvent les moyens que tu as à disposition. Voilà. Et c'est le rythme que tu mets pour délivrer les choses. Voilà. Si tu vas très vite et que tu as beaucoup de temps, alors là, si tu veux, tu as a priori tous les ingrédients de la réussite. Voilà. Parce que quand tu vas très vite, tu vois très vite les erreurs aussi. Et donc, tu peux les rectifier. Et il vaut mieux quelqu'un qui comprend tout à 80%, tu vois, en 80 secondes, plutôt que quelqu'un qui va tenter le 100%, tu vois, donc en 100 jours. Voilà, les boîtes qui n'y arrivent pas sont souvent des boîtes qui veulent trop bien faire, qui mettent jamais le produit sur le marché, qui sont toujours dans l'attente d'un nouveau truc qui va changer complètement la donne, alors qu'en fait, il faut s'exposer très vite prendre le pouls effectivement donc, des choses, et en fait, c'est le marché qui va t'envoyer les signaux. Voilà, donc moi, je raisonne comme ça. Un entrepreneur donc, qui a une capacité donc, de détachement vis-à-vis de son business, qui est ultra déterminé et qui saura donc accepter les signaux du marché pour pouvoir pivoter. Voilà, ici, on a Stéphane, donc Wigo Greener, qui avait commencé sur un modèle B2C et qui assez vite a basculé sur un modèle B2B, donc de e-learning, parce que si le marché, tu vois qu'il y a une opportunité et que tu peux la traiter, va là où tu peux effectivement donc, trouver des ressources et t'évertues pas. Donc encore une fois, c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'artiste, hein, parce que, encore une fois, moi, j'ai aucun mépris pour les artistes. L'artiste, effectivement, donc, il se donne le droit de faire ça. Voilà, donc, mais nous, on a malheureusement que des contraintes. L'entrepreneur, alors ça aussi, c'est un fantasme avec qui il faut rompre le coup tout de suite. Les gens te disent, moi, je veux être entrepreneur parce que entrepreneur, c'est être libre. Alors, c'est tout sauf être libre. Entrepreneur, donc, c'est être totalement contraint. Et c'est rendre des comptes à plein de gens, à tes banquiers, à ta famille, à tes amis, à tes fournisseurs, à tes clients, tu vois, à tes investisseurs. Tu passes ton temps à rendre des comptes quand tu es entrepreneur. Voilà. Aux journalistes, parce que tu avais dit un chiffre, et puis finalement, 2 ans plus tard, c'est pas le bon, etc. etc. Aux journalistes, voilà. Tu rends des comptes à tout le monde et en permanence. Voilà, c'est ça, entrepreneur. Donc, il ne faut surtout pas considérer que c'est un moyen de se dédouaner du réel. Au contraire, entrepreneur, c'est être en prise totale avec le réel, en permanence, et d'en subir toutes les conséquences qui vont avec. Top. J'ai bien compris que tu étais derrière les boîtes dans lesquelles tu investissais, c'est-à-dire que tu essayais de les aider. D'ailleurs, tu as dit quelque chose, je pense qu'Anthony, c'est peut-être pour ça que vous ne parlez plus trop, tu as dit qu'il avait un... Tu as dit, parce que tu penses avoir réussi dans les poudres, tu as un avis universel sur tout. Pour travailler avec beaucoup d'investisseurs, on a une problématique avec les business angels, c'est qu'ils ont fait un business qui a fonctionné, qui a fait 15, 20, 30, 50 millions d'euros revendus, mais qui n'est pas toujours adapté dans la boîte dans laquelle ils ont investi. Et c'est toujours très compliqué de faire passer une bonne idée, mais aussi on peut se planter. Comment tu travailles ça et comment tu travailles avec les startups dans lesquelles tu investis? Ça, c'est une excellente question. À la fois, donc, la remarque par rapport à mon petit débat avec Anthony donc, est ta question. Le débat avec Anthony donc, est intéressant parce que c'était effectivement un échange de points de vue sur le fait que le doute permettait souvent donc d'aller plus loin que les certitudes. Et là où tu as raison, c'est qu'on est tous empreints de certitude, surtout quand on a réussi, qu'on a gagné 3 ronds. Et on se dit, attends, moi j'ai fait comme ça pour gagner ma vie et j'ai gagné du fric, donc c'est forcément comme ça qu'il faut faire. Et l'autre jour, dans un podcast, j'ai vu donc une entrepreneuse qui expliquait qu'elle avait refusé de travailler avec moi parce qu'elle ne voulait pas travailler avec un vieux monsieur qui avait un avis sur tout. Bon. Donc je dis ça pour dire que évidemment que ce que j'ai dit à Anthony vaut pour moi aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours l'homme des certitudes de quelqu'un d'autre, quoi. Même quand on pense soi-même être plutôt dans l'accompagnement et l'écoute. Et moi, c'est vrai que j'ai plein de certitudes. Donc, évidemment, et on est tous en plus schizophréniques parce que, évidemment, on est toujours des hommes déchirés, donc entre plusieurs types de positionnement. Donc, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc, évidemment que ce qui a marché une fois ne marchera pas toujours. Et c'est pour ça
parce que tout ça pour arriver donc, à la réponse de ta question. C'est pour ça que je suis un très bon investisseur. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que moi, 90% de mon temps, je suis entrepreneur. Moi, toutes les difficultés que vivent mes startups, je les vis tous les jours aussi. Les difficultés de financement, je connais tous les modèles de subvention, les modèles effectivement donc, de financement de la BPI, en tous les cas pour ce qui est dans mon environnement. Je connais tous les acteurs majeurs du secteur du tourisme, et mieux encore, ils me connaissent. Bon. Je participe, je suis bien là à Pau, hein, c'est vous dire, donc je participe donc, à plein d'événements, etc. Et je dirige 5 boîtes. Donc, qui tous les jours donc, sont confrontés à un certain nombre de problématiques. Je connais l'acquisition sur Google parce que ce matin, typiquement, avant le petit-déj, je regarde les stats, je regarde les coûts d'acquisition et j'envoie un message pour dire pourquoi tel truc, pourquoi tel truc. Je connais donc les coûts de licenciement d'un salarié parce qu'on en a un avec qui ça marche mal et avec qui il faudra se séparer. Je sais comment on rachète des boîtes. Je connais le tribunal de commerce parce que j'ai racheté des boîtes en difficulté. Moi-même, à une époque, j'ai été en difficulté il y a très longtemps et je sais ce que c'est, etc. Et donc, en fait, je suis confronté tous les jours, moi, aux réalités du quotidien. Et donc, je peux parler d'égal à égal avec l'entrepreneur. Voilà. Je ne suis pas un vieux monsieur, comme a dit la jeune fille, qui, il y a 20 ans, a fait un truc et te dirait « Ah ben moi, quand j'étais jeune, hein, c'était comme ça qu'on faisait. » Bon, je suis quelqu'un qui, chaque minute, est confronté donc, au réel, essaye de trouver lui-même des solutions et partage ensuite le prix de ces solutions parce que j'ai un avantage par rapport à un start-upper, c'est que, j'ai un réseau. Et la différence entre quelqu'un qui a un réseau et quelqu'un qui n'en a pas, eh ben c'est 10 à 15 ans d'écart. Voilà. Dans la vie, moi, je pense qu'il y a 4 niveaux d'héritage. Voilà. Il y a l'argent, évidemment, et c'est celui qu'on met toujours en avant. Et donc, moi, j'en ai pas eu du tout. Donc, parce que je suis issu d'une famille qui n'avait pas d'argent. Deuxième héritage, donc, il y a le réseau. Et ça va souvent avec l'argent, même s'il y a des familles déshéritées où on a du réseau et pas d'argent. Mais généralement, donc, on trouve les deux chez les mêmes. Moi, j'en avais pas du tout. Et comment j'ai réussi à créer un réseau au début? Eh bien, j'ai fait une école qui coûtait cher, où tous les profs étaient dans le business. Et moi, j'ai commencé par être pote avec tous les profs. Voilà. En me disant, c'est un bon moyen. Et donc, j'allais boire des coups avec les gars, etc. Alors, c'est eux qui payaient, je n'avais pas de fric. Donc, et je posais plein de questions et je m'intéressais, etc. Ensuite, j'ai fait des stages dans les boîtes de ces mecs-là. Je restais tard le soir, je venais le samedi, etc. Moi, voilà. Et donc, j'ai appris plein de choses très vite. Parce qu'effectivement, j'avais bien compris qu'il fallait avoir du réseau. Et d'ailleurs, je raconte souvent cette anecdote, hein, c'est que quand je suis arrivé à Paris, donc j'avais pas de lieu pour dormir, donc j'ai dormi dehors la première nuit, et ensuite j'ai trouvé un espèce de squat où j'ai dormi pendant 1 an, donc parce que c'était pas cher, etc. Donc bon. Et un jour au Resto U, j'ai un gars avec qui je discute et qui me dit « T'as fait du sport, etc. » Je dis « Oui, je fais sport-études. » Il me dit « Ah bon, alors tu joues toujours ?» Je dis « Non, j'ai arrêté de jouer parce que maintenant je suis dans le business, il n'y a que ça qui m'intéresse. » Il dit « Ah d'accord. » Il dit « C'est con parce que quand tu signes au PUC, il me dit « Tu peux avoir une chambre à la CTU. » Je dis « Ah bon ?» Parce que moi je me fais chier, j'étais à Meudon, etc. J'appelle le PUC tout de suite, je dis « Bon, c'est quand détection handball ?» Donc le gars me dit « Ah bah ça tombe bien, il y en a une jeudi prochain. » Je vais à la détection du PUC. Là, j'ai fait l'entraînement le meilleur, donc que jamais personne n'a fait à mon avis, donc juste pour être pris. Bon, et donc là, j'étais inarrêtable. Donc la séance s'arrête, je rassemble mes affaires parce qu'on n'avait même pas au vestiaire, on était dans les tribunes. Je rassemble mes affaires dans mon sac et je commence à partir. Le gars me rattrape, me dit hey, « oh, toi là !» Donc il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je m'en vais. » Il me dit « Mais pourquoi on n'a pas dit encore qui on prenait pas, etc. » Donc je lui dis « Non, mais moi, de toute façon, je ne peux pas rester parce que je n'ai pas de chambre à Paris et donc je dois rentrer en Bretagne parce que je ne peux plus rester vivre à Paris. » Et le gars me dit tout de suite, il me dit « Ah bah s'il n'y a que ça, je t'arrange le truc tout de suite. » Et il me dit, donc on te prend, et 2, il me donne le nom et le téléphone. Il me dit « Quelle CTU tu veux être ?» Alors moi je dis je suis sur la ligne 6, il me dit « Ah bah rue d'Aru. » Donc il me donne le téléphone de la nana, donc il me dit « T'appelles demain. » J'appelle la fille demain, elle me dit « Ah ben Benavadji, on vous attendait, votre chambre est prête. » Voilà. Et donc là je me suis dit « Putain, mais quand tu as le bon nom et le bon téléphone, en fait, ça change tout, quoi. Voilà. Et donc, j'étais passé du gars qui connaissait personne pour avoir une chambre. J'allais au cruise, les petites annonces, etc. Comme j'avais pas de fric, de toute façon, j'étais jamais éligible. Personne ne voulait me louer quoi que ce soit. Et là, d'un seul coup, on m'attendait. Voilà. Bon, alors en plus, il y avait un Resto U. Je suis devenu la star du Resto U, donc j'avais Resto U tous les soirs, donc bouffe à volonté, et toi, à un prix ultra modique, voilà. Et donc ça a changé ma vie, voilà. Et franchement, d'avoir les bons réseaux, la bonne logistique, etc., ça change tout, voilà. Et donc je pense que
dans l'accomplissement effectivement donc personnel, le réseau. Ensuite, il y a 2 éléments d'héritage. Après, on arrêtera parce qu'il y a du bruit et tout le monde s'en fout de ce que je dis. Donc, on va les bouffer. Donc là j'ai l'impression d'être un peu pianiste dans un hôtel Novotel, quoi. Donc, tu vois, personne n'écoute. Donc, le pauvre gars, il joue toute la soirée. Et de temps en temps, il y a un gars qui tape dans le dos qui dit c'était pas mal ton truc. Bon. Voilà. Donc, quand je me suis lancé dans le digital, il y avait un site qui s'appelait eDreams. Et au départ, ils embauchaient des gens. Donc, ils avaient pris plein de spécialistes pour répondre aux questions très fines des clients. Et donc, par exemple, pour l'Égypte, ils avaient un égyptologue. Et ils ont arrêté au bout de quelques mois parce que l'égyptologue, toutes les questions qui lui étaient posées, c'était quel temps il fait au Caire au mois de juillet. Voilà, donc le mec en a eu marre. Donc au début, ils se sont dit il y aura des questions hyper fines. Puis à la fin, donc, c'était la température au Caire. Donc, je termine juste sur l'héritage parce que c'est intéressant comme idée, les 4 notions d'héritage. Les 2 dernières, donc, c'est évidemment donc, la culture. Voilà, et moi j'en ai eu plein. Donc voilà, et ça aide l'entrepreneur, parce que la structure mentale, les références, voilà, je pense qu'il y a des passerelles entre tous les domaines d'excellence et avoir des référents, donc même hors business évidemment, donc surtout hors business, ça aide, voilà. Et le dernier héritage, c'est l'amour, évidemment, donc quand tu es porté parce que tu as été aimé, bah, c'est toujours mieux que, évidemment, donc, d'être écorché vif, donc, parce que personne ne pouvait te blairer. Voilà. Donc, et moi, j'ai eu les 2 derniers et pas les 2 premiers. Voilà. Et donc, je pense que dans tout ce qu'on s'est dit, le fait de se dire je vais faire rentrer quelqu'un qui va m'aider à avoir ce réseau, qui va pouvoir m'aider parce qu'il connaît et il est passé par là, eh ben, c'est hyper important, surtout si le mec est toujours actif. Voilà. J'ai quand même une dernière question avant qu'on aille manger. Parce qu'on parle de réussite, de ce que tu as fait, de qui veut être mon associé, des boîtes qui ont réussi. Mais l'entrepreneur, c'est aussi se prendre des énormes gamelles et parfois d'avoir des boîtes qui coulent et autres. C'est quoi ce que j'appelle, il y avait les fuck up nights, je ne sais pas si tu te souviens quand été fait, c'est ces soirées où les mecs racontaient ce qui leur était arrivé. C'est quoi ta pire expérience pro dans laquelle ça t'a profondément remis en question et ça t'a d'ailleurs peut-être même fait avancer? En tous les cas, moi je suis la démonstration donc qu'on peut y arriver dans la difficulté. Et ce matin, je te disais une phrase, on était dans le même hôtel, donc on a pris un café, parce qu'on s'était jamais vu, on n'avait jamais échangé donc, avant, mais il s'était beaucoup documenté. Voilà, il y a une phrase de Blondin qui est géniale. Donc, vous savez, Blondin, il suivait le Tour de France cycliste, il écrivait pour l'équipe. Donc, et c'était une époque où voilà, les journalistes sportifs donc, avaient de la plume, et même on faisait venir des grands auteurs donc, pour faire des portraits donc, et apporter des éclairages. Donc, et BHL aussi, pas BHL, donc Jean Hernalier aussi donc, a écrit sur le Tour de France cycliste. Mais bon, dans tous les cas, donc, Blondin avait écrit donc, d'un coureur, donc il arriva premier dans un état second. Voilà. Moi, je suis un peu ce type de gars. J'arrive second dans un état premier parfois, mais la réalité, c'est que moi, j'ai toujours été un peu transpirant, donc voilà, j'ai plus réussi donc, parce que j'étais déterminé, tenace, moi, c'est plus ma sueur que mon talent qui m'ont permis d'y arriver. Donc, je suis un bon exemple pour répondre à ta question. Moi, j'ai toujours été sous pression. Voilà, je sais ce que c'est que la charge mentale. En fait, je vis avec depuis très longtemps. Je pense qu'entrepreneur, en fait, c'est dépasser donc, les grandes difficultés et savourer les petits moments de bonheur. Voilà. Il y a très peu de moments en fait qui sont vraiment exaltants. Voilà. On te dit mais c'est formidable entrepreneur, etc. Entrepreneur, c'est gérer que des merdes. 95% de ton temps et quel que soit ton niveau, parce que plus la boîte grossit, plus ton seul rôle consiste à gérer les merdes. Voilà. Et on te ramène tout vers toi et c'est à toi à chaque fois qui doit. Donc penser que même quand tu vas commencer à te développer, tu vas pouvoir t'affranchir de ça, c'est une vraie erreur là encore. Bon, d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait il y a plein de gens qui sortent de l'opérationnel et qui disent moi je suis président d'honneur, etc. Voilà. Mais moi je suis pas président d'honneur, je suis dans l'action donc en permanence, donc je vis la difficulté et je trouve, pour finir là-dessus, que maintenant il y a une coquetterie à dire j'ai échoué, donc je réussirai plus tard. Non. On peut avoir échoué et réussir plus tard, comme on peut réussir sans avoir échoué, et comme on peut échouer tout le temps sans jamais réussir. Et donc le fait d'échouer n'est absolument pas une garantie de réussite future, surtout qu'il y a des gens qui sont incapables d'en tirer les leçons, qui pensent toujours que c'est jamais leur faute. Voilà. Moi, je pense que déjà, le premier élément, c'est quand dans ta boîte, il y a un problème, tu es responsable. Quand je dis toutes les merdes viennent à toi,
c'est parce que tu es responsable. Parce que déjà, effectivement, donc, si ce truc s'est produit, c'est parce que tu as laissé faire, c'est parce que tu n'as pas été assez vigilant, c'est parce que tu as laissé recruter ce gars-là, c'est parce que tu n'as pas vérifié le produit. De toute façon, tu ne peux pas te dédouaner. Moi, un entrepreneur qui m'explique que ce n'est pas de sa faute, je dis, c'est que c'est un nul. Voilà. Le premier truc, tu dois dire, je le prends pour moi, même si c'est à 99% pas toi. Parce que tu es responsable. Moi, mes actionnaires, quand je vois donc mes investisseurs, je dis tout est de ma faute. Voilà. Jamais je dirais c'est le marché, c'est le machin, c'est le truc, puisque c'est moi qui ai entraîné les gens là-dedans. Donc maintenant, je ne vais pas leur expliquer que je suis responsable de rien. Je suis comptable de tout. Pas forcément coupable. Parce que coupable, c'est encore une autre notion. Justement, coupable, c'est de la négligence. Coupable, c'est de ne pas avoir pris la mesure des choses. Mais responsable, ça c'est sûr que c'est évidemment le dirigeant. Voilà, donc un dirigeant, c'est comme un père de famille, il doit assumer les conséquences de ce qui va arriver donc, à son entreprise et il doit donc les anticiper et il doit être de temps en temps savourer le petit moment de bonheur, mais être au labeur en permanence parce que c'est ça effectivement donc, une boîte. Et c'est pour ça qu'un dirigeant... Quand on regarde les réseaux sociaux, pourquoi je raconte tout ça? Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, quand on voit l'émission, etc., on voit des gens qui sentent bon, bien peignés, qui sentent le sable chaud, etc. Moi, des fois, j'en croise, ils me disent « Ah, mais vous êtes moins beau qu'à la télé ». Bah, évidemment, à la télé, tu arrives, tu as une nana qui te maquille, tu as un coiffeur, tu as un barbier, etc., etc. Donc, forcément, tu es dans des conditions qui sont assez uniques. Moi, je n'ai pas un barbier qui, toutes les heures, me fait la barbe. Hein. Mais là, dans l'émission, entre chaque prise, on te repoudre, etc., etc. On change de chemise, il y a une fille qui te repasse ta chemise, etc. Bon, voilà, moi, je vais garder celle-là toute la journée. Hein, donc évidemment, la télé, ça sublime et c'est un truc qui est totalement à part. Et donc, quand on voit ces gens sur les réseaux qui t'expliquent le bonheur, qui te donnent les 5 règles pour ceci, les 6 pour cela, d'abord, souvent, ils n'ont même pas le début d'un échantillon parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément fait la démonstration de la réussite. 90% des gens qui vont de la réussite n'ont jamais réussi eux-mêmes. Donc, mais le fait est qu'ils savent bien en parler. Mais donc, quand tu vois tous ces gens-là, tu te dis, mais moi, je suis un ringard à côté. Je suis un as, quoi. Comment j'ai pas réussi donc aussi bien que ces gens-là. Et en fait, il faut se dire, mais ça, c'est pas la vraie vie. Voilà. Donc la vraie vie, voilà, c'est les cicatrices, c'est les bosses, c'est les coups, c'est les échecs, c'est les problèmes, et c'est essayer, by the way, de trouver des solutions et surtout de vivre avec tout ça pour à la fin en faire une réussite. Voilà. Merci. Du coup, cet après-midi, on va faire un petit tour avec Jean-Pierre sur toutes les startups. Vous m'entendez pas? Non, il faut pas aller fort. Et du coup, ils ont coupé les micros, ouais, ils en ont marre. Et peut-être qu'on en profitera à ce moment-là pour que tu présentes Fairmove Invest, parce que peut-être que les boîtes ont envie de postuler dans Fairmove Invest. Eh bien, avec plaisir. Merci à tous pour cette écoute.